Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour, comme chaque semaine, décrypter l'actualité informatique qui est télécom. Et pour analyser et revenir sur cette actualité, je suis en compagnie de Guy Hervier, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, parmi les actualités qu'on va regarder assez rapidement cette semaine, on parle tout d'abord de Pure Storage, un acteur bien connu du stockage, qui fait un peu évoluer son offre un petit peu. Oui. Alors effectivement, c'est un cheminement un peu comparable à celui de Nutanix. Donc au départ, ils offrent pour Pure Storage des bases de stockage flash. Et là, ils évoluent vers le cloud hybride, et c'est par le biais d'un accord avec AWS, donc le super leader dans le domaine du cloud. Et ils annoncent 3 produits. Donc en gros, c'est du stockage en ligne, donc consommable en ligne. Ils annoncent ensuite suite au rachat de StoreReduce, donc c'est de la déduplication et sauvegarde restauration en ligne. Et puis ils annoncent un troisième produit. En fait, c'est un produit de protection des données qui en gros envoie vos données soit sur S3 d'Amazon, donc ça c'est pour le stockage, ou l'inverse, ou sur Glacier, donc ou Glacier, ça dépend comment on le prononce. Donc là c'est pour de l'archivage. Longue durée. Voilà. Donc en gros c'est vraiment l'idée de l'évolution vers le cloud hybride qui est important pour Pure Storage. Alors on reste toujours dans le cloud. Pour le deuxième sujet, on parle d'IBM qui, dans une problématique multi-cloud, a signé un accord avec ServiceNow ou étend sa proposition de valeur avec ServiceNow. Exactement. Donc IBM avait fait une annonce il n'y a pas très longtemps, donc tout ce qui était cloud hybride et multi-cloud. Et donc ils avaient présenté une solution de gestion de cet environnement-là qui s'appelle Multi-Cloud Management. Donc ça veut dire exactement ce qu'on vient de dire. Et donc ils ont signé un accord avec ServiceNow, en gros, pour faire en sorte qu'on puisse bouger des données, si je puis dire, transférer des données, des volumes importants de données, sans impact, sans interruption sur la continuité du service de l'activité. Donc c'est un accord important pour IBM qui renforce un peu cette stratégie toujours multi-cloud, cloud hybride. Pour ServiceNow, ça permet de se rapprocher quand même d'un acteur important. On rappelle que IBM a racheté Red Hat pour 34 milliards de dollars. Donc, et à ce titre, ils avaient dit c'est une possibilité pour nous de devenir un acteur majeur du cloud. Très bien. Alors la séquence finance, si je puis dire, cette semaine, c'est SAP qui rachète un acteur français. Exactement. Donc, en plus, donc c'est SAP qui rachète Contextor. C'est pas une start-up, c'est une entreprise qui a été créée en 2000. Donc ça fait 18 ans, donc c'est significatif, un petit moment. Une entreprise dont on n'avait pas parlé beaucoup jusque-là, mais qui est sur un secteur dont on parle précisément beaucoup ces derniers temps, qui est le RPA. Donc en gros, c'est l'automatisation des process via les logiciels, donc les robots logiciels. Donc RPA, je crois que c'est un sigle qu'on va utiliser de plus en plus. Et donc là, l'objectif pour SAP, c'est en gros faire de l'automatisation entre S4 HANA, donc son ERP sur HANA, et puis les autres logiciels. Et on sait qu'il y a beaucoup de communication entre, par exemple, SAP et Salesforce, ou SAP n'importe quel autre éditeur. Pour des opérateurs qui font de la saisie. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est d'automatiser tous ces processus, et donc Contextor va les aider dans ce domaine-là. Très bien. Alors on reste dans la finance un peu plus financière, si je puis dire. Stratosphérique, qui retombe un peu sur Terre. Le Bitcoin qui, après de monter au ciel, c'est comme les arbres finalement, il redescend sur Terre. Et alors le Bitcoin, mais toutes les cryptocurrencies. Donc le Bitcoin, c'est assez significatif, puisqu'il était à plus de 20 000 en décembre l'année dernière, et là il retombe à moins de 5 000. Donc ça veut dire divisé par 4. Donc c'est quand même... c'est de la spéculation, on n'est pas 2 chiffres après les virgules, là c'est important. Et en fait, un des analystes qui suit ces phénomènes de monnaie un peu particulière. Alors pourquoi on en parle? Parce que finalement, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs fournisseurs, comme Dell par exemple, qui acceptaient le Bitcoin comme monnaie d'échange. Donc on peut se demander d'ailleurs s'ils vont continuer à le faire. Et parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Et donc ça pose
ce problème des monnaies qui finalement sont soumises encore à aucune régulation, et les autorités financières doivent voir ça d'un bon oeil parce que ça devenait un phénomène un peu inquiétant pour elles. C'est échappé à leur contrôle. Et alors, il y a un analyste qui suit un peu ce phénomène, ce marché, et qui dit que finalement, les gens qui suivent ça ne sont pas vraiment des professionnels. Ils font ça un peu comme ils jouent au casino. Ouais. Et donc, effectivement, on arrive à des mouvements un peu erratiques. Dernier chiffre significatif, la valorisation globale de toutes ces crypto-monnaies est passée de 800 milliards à 150 milliards. Ouais. Donc, vous voyez que ça fait mal, comme on dit. Et alors, c'est pas le même mouvement, mais on peut peut-être faire un lien. Là, c'est pas le casino, c'est la bourse. C'est la bourse, c'est les valeurs tech qui sont en train de, non pas de s'écrouler, mais en tout cas de baisser significativement, avec deux exemples, hein, Apple et Nvidia, dont on reçoit d'ailleurs Serge Palaric. Absolument. Alors, Apple, c'est le plus emblématique parce que je dirais que sa valorisation écrase le marché, a perdu en un mois et demi 25% de sa valeur. Donc Apple, c'est beaucoup. C'est 250 milliards de dollars. Donc, vous savez, elle avait dépassé les 1000 milliards. Et là, donc... Alors, pour Apple, je dirais que... Il y a des rumeurs de mauvaises ventes des nouveaux iPhones. Voilà. Et en fait, c'est le sujet dont on parle déjà depuis un petit moment. C'est qu'est-ce qui va arriver après l'iPhone. C'est-à-dire, est-ce que Apple va continuer à vendre ses iPhones alors que les marchés sont saturés? 2, les iPhones sont des produits super chers. Est-ce que les gens vont continuer à les acheter? Et puis, on ne voit pas de produits arriver derrière l'iPhone qui va prendre le relais. Donc, je dirais que pour iPhone, il y a des raisons un peu objectives. Puis les ventes sur le marché chinois qui sont aussi... donc, pour Apple, il y a des raisons objectives. Pour Nvidia, alors, d'ailleurs, on peut dire au passage que les valeurs du cloud ont été plus impactées que les valeurs traditionnelles, si je puis dire. Et si on prend le cas de Nvidia, là en l'occurrence, puisqu'on en parle, comme vous disiez, on reçoit Serge Palaric, qui est responsable d'activité entreprise pour Nvidia sur l'Europe du Sud. Pour Nvidia, c'est un peu plus étrange parce que les résultats sont quand même très bons, les perspectives sont bonnes, donc on se demande quelles sont les raisons. Alors ils ont raté un petit pouillème, mais sur les résultats là, du troisième trimestre, mais sur des progressions qui sont quand même importantes. Donc beaucoup d'entreprises se satisfont. Ils sont sur le marché du futur. Hein. Ils sont sur le marché du futur. Donc, mystère des marchés financiers. Intéressé à entendre les explications de Serge Palaric. Pour revenir au sujet de la semaine, hein, on parle d'open source. Alors, l'idée, c'est un dossier sur finalement la mutation d'open source qui était au départ une problématique d'infra, j'allais dire, pure et dure, et finalement qui est en train d'être un outil de transformation numérique. Absolument, et donc c'est une étude qui a été publiée par PAC-CXP, donc qui vient de changer de nom d'ailleurs, qui s'appelle Technology PAC maintenant, sur l'open source. Et donc comme vous le disiez, en fait, ils ont interrogé les DSI et un sur deux d'entre eux considèrent que l'open source est désormais une technologie, une technologie open source, qui sera indispensable pour l'évolution vers la transformation numérique. Bon, alors, on sait bien transformation numérique, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose, mais enfin c'est quand même une évolution importante. Et comme vous le disiez, l'idée c'est que l'open source qui était vraiment, enfin en gros open source égale Linux plus quelques ajouts complémentaires, et Apache va s'étendre à des domaines, je dirais, qui vont toucher toute l'activité de l'entreprise, en particulier la cybersécurité. Et un élément important à retenir dans cette enquête, malgré tout, qui replace un peu l'open source dans son contexte, c'est que les raisons qui font que les DSI choisissent l'open source sont toujours un petit peu les mêmes. La première, c'est réduire les coûts. Bon, on sait bien que, a priori, c'est gratuit ou quasi gratuit. La deuxième, c'est être indépendant des fournisseurs. Alors, ça doit être important. On est toujours dépendant de quelqu'un parce qu'on est indépendant des fournisseurs de logiciels, mais il faut... de service. Exactement. Donc c'est peut-être un transfert, mais une indépendance un peu moindre. Et puis le troisième qui est plus intéressant, si je puis dire, et qui montre la montée en puissance, la montée en gamme de l'open source, c'est pour des raisons de qualité du logiciel, de qualité et de stabilité. Et donc l'idée que l'open source, qui est...
qui est une vieille idée, hein, open source, développée par des bidouilleurs un peu partout dans le monde. On est loin de ça. C'est des gens qui sont dans des entreprises établies, qui collaborent sur... Bon, mais c'est un modèle quand même très différent, et donc qui fait que finalement la qualité du logiciel open source n'a rien à envier au logiciel propriétaire. Donc c'est un élément important qui fait que c'est vraiment un type de logiciel qui s'est bien implanté. Et d'ailleurs, PAC à ce sujet avait publié une étude donc plutôt pan-européenne l'année dernière qui montrait que la France était très en pointe devant l'Allemagne et l'Angleterre. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est très loin de l'aspect polémique qu'avait l'open source il y a 10-15 ans, où en fait les gens s'affrontaient plus, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons un peu idéologiques. Et on est très loin de tout ça. Rappelons quand même que Microsoft a racheté GitHub, alors que quelques années plus tôt, Steve Ballmer disait que Linux était le cancer. Et Microsoft est un gros contributeur, enfin un contributeur important. Est un des plus gros. Et pas Microsoft, mais IBM a racheté Red Hat pour 34 milliards. Donc là, on a changé de dimension, si je puis dire. Donc l'open source est vraiment installé dans l'environnement SI de l'entreprise aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Très bien. Et alors justement, on en vient à l'événement de la semaine, hein. Le Paris Open Source Summit, qui maintenant est un rendez-vous régulier, hein, oui. Et qui prend, c'est pareil, son ampleur, et qui illustre bien... effectivement, donc c'est la semaine prochaine, c'est le 5-6 décembre. Donc c'est au Doc de Paris, là, dans le nord de Paris. C'est la 4e édition, et en fait, Paris Open Source Summit, c'est la réunion il y avait plusieurs salons open source ou logiciel libre, au passage, des logiciels libres a un peu disparu de la circulation dans l'appellation. Et donc c'est la 4e édition. Bon, maintenant c'est le rendez-vous open source de la communauté open source en France, si je peux dire. Et puis on conclut par nos coups de cœur, coup de gueule, Guy. Alors on va commencer par un coup de cœur pour changer. Oui, alors c'est donc Jean-Baptiste Kempf qui a été décoré de l'Ordre national du mérite. Donc Jean-Baptiste Kempf, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait c'est un des concepteurs, c'est un ancien ingénieur de l'école centrale, et c'est un des concepteurs du lecteur vidéo VLC, que tout le monde utilise peut-être sans savoir que c'est français. C'est français. Et d'ailleurs c'est une réussite mondiale. Hein. Enfin, c'est pas. C'est une structure originale. Hein. C'est une association. Voilà, c'est pas un business. C'est un peu, on va parle dire. Open source, on y voilà, reste. c'est un peu le Wikipédia du lecteur vidéo, si je puis dire. C'est un peu ça. Mais donc, on peut se dire d'ailleurs, finalement, s'il avait constitué ça en tant qu'entreprise, il serait peut-être aujourd'hui milliardaire. C'est ce qu'il dit en tout cas, il dit qu'il y avait des propositions. Voilà, mais en tout cas, c'est une belle réussite technique, et c'est français. Donc on ne peut que le féliciter en plus. Enfin, une médaille méritée pour un joueur de foot. Oui. Enfin bon, vous faites pas trop d'ennemis quand même. Et puis le coup de gueule, c'est le Black Friday. Alors là franchement, oui. D'ailleurs, j'aurais dû prendre mon numéro de CNews là, parce que il y avait en couverture en Black Friday en français se dit, c'est une enseigne dont l'appellation n'est pas du tout française. Donc Black Friday en fait ça veut rien dire en France, puisque Black Friday, pour rappeler d'où ça vient, c'est le lendemain du Thanksgiving, qui est un jeudi. Donc le Black Friday, comme son nom l'indique, c'est un vendredi. C'est toujours un vendredi. Et donc ça a démarré dans les années 50. En fait, c'est comme le jeudi était férié, il y a des gens qui prenaient le vendredi pour avoir 4 jours de vacances, et donc ça occasionnait des embouteillages. Donc c'est pour ça que cette notion de vendredi noir avait une connotation plutôt négative. Et puis après, ça a évolué parce que finalement, le Black Friday, comme ça, c'était le lendemain du Thanksgiving, c'était un peu le lancement vers Noël des achats de Noël, et donc les commerçants, parce que là ils se sont mis dans la boucle, ils se sont dit on va utiliser ça pour faire un peu le lancement de solde et tout. Ça a super bien marché, et donc ça a permis finalement à un moment où et donc la notion de Black Friday là avait une connotation positive, à un moment où la comptabilité se faisait à la main, quand les comptes étaient dans le rouge, on les faisait en rouge, et donc ils repassaient au noir. Et donc d'où l'appellation de Black Friday. Et donc ça arrive en France comme un cheveu sur la soupe, comme Halloween d'ailleurs. Halloween ça a pas tellement pris. Là le Black Friday, pour le coup, comment y échapper, c'est un peu difficile. Mais c'est un Week Friday en plus. Hein, oui, c'est franchement pénible. Mais bon, peut-être qu'un jour ça va s'essouffler et on passera à autre chose. Bon, écoutez, on verra l'année prochaine. Merci en tout cas en attendant. Merci à nos lecteurs de nous avoir suivis. Et puis je vous propose de retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.